Bienvenue à ce 20h, tout de suite, les titres. Ainsi, le procureur spécial de la Criette confirme les soupçons qui parcouraient les réseaux sociaux depuis hier. Citation, le commandant de la garde présidentielle a été entrepris pour un coup d'État. On l'entendra sur l'affaire Olivier Bokor, Oswald Omeki, colonel Dieudonné Tévoïdre. Et puis le gouvernement a aussi réagi, faisant confiance à la justice, a exhorté son porte-parole à l'occasion notamment de la livraison des décisions du Conseil des ministres. Écho à l'étranger de la 79e Assemblée générale des Nations unies, d'une affaire criminelle en France et de tirs de missiles balistiques effectués par la Chine dans l'océan Atlantique. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Aujourd'hui, mercredi du Conseil des ministres, nous n'allons pas ouvrir ce journal par ces échos. Mais juste après, ceux de cette affaire aussi assommante qu'inattendue qui a scotché les Béninois depuis hier. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme confirme les soupçons de tentative présumée de coup d'État agités sur les réseaux sociaux depuis hier. Des soupçons qui ont conduit à l'arrestation de celui que le chef de l'État présentait comme un ami indéfectible, Olivier Bokor, mais l'arrestation aussi de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, et celle du commandant de la garde républicaine. Écoutons ici les premières explications du procureur spécial de la Criette, Mario Metton. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Omeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bokor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Je vous remercie. Mais en attendant, comme vous pouvez vous imaginer, le porte-parole du gouvernement ne pouvait y échapper, notamment indiquer la position du gouvernement dans cette affaire d'arrestation de personnalités proches du chef de l'État face à la presse qui l'y exhortait d'ailleurs. À l'occasion de la livraison des décisions du Conseil des ministres, Wilfried Léandre-Ngweji demande à ce qu'on fasse confiance à la justice pour faire la lumière sur cette affaire. On l'écoute.
Je suis sûr que vous êtes sûr que, comme vous, j'attends que la justice de notre pays nous livre les éléments d'appréciation du dossier de l'espèce que vous évoquez, afin que l'opinion publique, l'opinion nationale comme internationale, soit située sur les raisons qui justifient les interpellations des personnalités que vous évoquez. Vous parlez de procédures, je ne suis pas qualifié pour les apprécier, mais je sais que s'il y a des incidents de procédure, cela se plaide devant les tribunaux et je voudrais que nous fassions tous confiance à la justice de notre pays pour nous situer et pour demain, le cas échéant, connaître d'un procès relativement à la matière dont vous parlez. Il y a donc cette affaire Boko Omeki Tevoidre. Mais l'actualité de ce mercredi comme d'ordinaire, c'est aussi les décisions du Conseil des ministres. Le gouvernement a statué sur le prix d'achat des logements sociaux et économiques. À nouveau, le porte-parole du gouvernement sur toutes les grandes décisions de ce mercredi. Wilfried Léandre Ngwedi. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 septembre 2024 et a débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant modification des statuts de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et ceux de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, puis celui portant abrogation du décret numéro 2009-245 du 9 juin 2009 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Monokoufo et pour l'actualisation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Lomé. Des 4 ensembles hydrographiques catégorisés dans notre pays, seul celui de Lomé dispose d'un schéma directeur finalisé en 2013 et adopté en 2015, soit depuis une dizaine d'années. Il est donc opportun qu'il soit actualisé en vue de la prise en compte des nouvelles orientations intervenues dans le cadre de la gestion concertée des ressources en eau. Par ailleurs, à ce jour, celui du Monokoufo et la portion béninoise du bassin du fleuve Niger n'en disposent pas. En outre, les diligences sont engagées afin de doter la portion nationale du bassin de la Volta du même instrument de pilotage. La réalisation de ces schémas directeurs est nécessaire pour, à terme, favoriser la création d'une agence nationale des bassins hydrographiques, la finalité étant de gérer plus efficacement les ressources en eau du pays en lieu et place d'agences réparties par bassin. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de forage d'exploitation à gros débit destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgou, de l'Atakora et de la Donga et pour la surveillance et le contrôle des dits travaux. Ces travaux portent en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans ces départements. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, de nombreux autres lots ont déjà été attribués par appel d'offres, cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux. C'est donc pour éviter que cette situation compromette l'atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises aux fins de l'exécution diligente des marchés concernés dans un délai de 10 mois. En point 3, approbation des coûts de cession des logements sociaux et économiques. Pour rappel, lors de sa séance du 20 avril 2022, le Conseil des ministres avait déjà validé les critères d'attribution des 10 logements ainsi que les modalités de leur commercialisation. Celles-ci ont, depuis lors, fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les coûts de cession.
Leur approbation est entérinée par le Conseil en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre 2024, sous la conduite du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la 44e Journée mondiale de l'alimentation et de la 28e édition du Téléfood le 16 octobre 2024 à Zapota, dans le département du Zou, puis la participation du Bénin à l'Assemblée générale du Réseau international des organismes de bassin du 6 au 10 octobre 2024 à Bordeaux, en France, à la 47e session de la commission mixte FAO-OMS du Codex Alimentarius du 25 au 30 novembre 2024 à Genève, en Suisse. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, chef du cabinet du Haut-Commissaire à la prévention de la corruption, M. Wassi Gafarou. Secrétaire général du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, M. Olivier Charles Atindeou, je vous remercie. Le Bénin, hôte d'une délégation de la Haute Autorité de la Communication de la Guinée, conduite par Mariam Danzo, commissaire chargé du monitoring à la HAC Guinée. La délégation est venue s'imprégner de l'expérience de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication du Bénin, surtout en matière d'organisation des élections. On l'écoute. C'est juste une relation et puis une question d'amitié entre les deux institutions, la HAC Guinée et la HAC du Bénin. Et notre présence sur le terrain, c'est avoir la documentation concernant les élections. Toutes les élections du Bénin. Désolé pour cette interruption un peu brusque. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication a eu aussi des échanges avec une délégation de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Les échanges ont porté sur la vie des médias et la présidente de l'UPMB partage avec Heureuse Danondé pour nous un bout de ses préoccupations. C'est pour nous l'occasion de présenter de vive voix nos félicitations au président de l'institution de régulation des médias parce que nous sommes contents de savoir qu'un professionnel des médias est aujourd'hui à la tête de l'institution. C'est l'occasion pour nous également de lui dire combien nous sommes disposés à collaborer et à travailler avec lui pour vraiment permettre une meilleure amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs des médias parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui les nouvelles de la maison ne sont pas très reluisantes. Et donc l'occasion de cette audience nous a permis également de dire au président comment se porte aujourd'hui la maison média, comment se portent les acteurs des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que de janvier à aujourd'hui, c'est près d'une trentaine d'acteurs des médias qui sont passés de vie à trépas, tous dans des situations très agréables. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs de médias qui lancent également des messages de sollicitation d'aide via les réseaux sociaux un peu partout. Et tout ceci témoigne également de combien ça ne va pas dans la maison. Et donc, nous avons présenté la situation au président de la RAC qui nous a dit sa compassion face à ces différentes situations et qui nous a dit également qu'il est entièrement disposé à remettre, comme il a eu à le dire, l'église au milieu du village et donc vraiment faire en sorte que nous soyons, nous, acteurs de médias et également les associations professionnelles impliquées et vraiment consulter également par rapport à tout ce qui sera fait pour justement nous permettre à tous d'avoir un meilleur environnement de travail. Il a parlé d'assainissement de la corporation, nous sommes entièrement d'accord avec lui. Il a également parlé de la situation de l'aide de l'État à la presse et il nous a dit entièrement sa disponibilité à tout faire pour nous permettre d'avoir à nouveau l'aide de l'État à la presse. Un pas de côté, loin de ses préoccupations toutes médiatiques, politiques à l'intérieur du pays, direction le Zou de jeunes militants de l'Union progressiste Le Renouveau réaffirment leur engagement à faire rayonner le parti. C'est à la faveur d'une veillée d'armes stratégique. Ces jeunes militants ont reçu à l'occasion le soutien des membres de la haute direction politique du parti. Pierrette Adin aussi, Canel Capo. Il est question
jeunes militants et du parti politique. Rôle et responsabilité de la jeunesse de l'Union progressiste Le Renouveau dans l'enracinement des structures de base et le rayonnement du parti. C'est le thème autour duquel la journée de réflexion s'est tenue. Occasion pour ces jeunes militants d'afficher leur détermination à porter haut l'étendard de leur formation politique. Cette journée de réflexion incarne notre volonté collective de promouvoir l'implication active de la jeunesse dans la dynamique du changement et du progrès. Nous sommes la vive force de notre pays. Les défis sont grands. Chacun doit jouer sa partition dans l'enracinement de notre parti, l'Union progressiste de Renouveau. Les jeunes de la 23e et de la 24e circonscription électorale doivent montrer l'exemple sortant du militantisme, de revendication et de jérémiade pour le militantisme de construction, de force de production et d'innovation. Et vous savez bien que lorsqu'on est dans une position pareille, naturellement, il y a des risques qu'il faut savoir mesurer et auxquels il faut trouver des solutions. Et l'un des risques qu'on ne peut pas souvent imaginer, c'est le risque de la manipulation. Et je sais pouvoir compter sur vous pour que de vos réflexions jaillissent les lumières nécessaires. Nous, jeunes, nous sommes engagés résolument à faire émerger et à faire enraciner notre parti, à travailler dans nos sessions pour que le parti soit bien assis dans toutes les communes. Donc c'est aussi une opportunité d'échange que nous avions eu, d'écouter et de prendre encore plus de vivacité pour travailler pour le parti UP Le Renouveau. C'est cette émulation que nous recherchons au sein du parti, que tous puissent parler, que les gens puissent apprécier ce qui se fait au niveau du parti. Plusieurs panels de discussion ont meublé cette journée de réflexion qui s'est achevée sur une déclaration. Registre santé à présent, il y a 3 ans, le Bénin a franchi un cap important dans l'objectif de réduction des décès maternels. C'est à travers un acte, la prise du décret qui encadre l'interruption sécurisée de grossesse. En prélude à la Journée internationale du droit à l'avortement sécurisé, célébrée le 28 septembre prochain, une campagne dénommée Dohami est lancée par 11 organisations de jeunes. Elles poursuivent le dialogue inclusif et positif sur l'IVG au Bénin. Igor Ayosop, Ulvaeus Balogun. Les chiffres sont alarmants. Le carnage énorme. On estime qu'au Bénin, l'avortement clandestin est la 3e cause de décès des femmes. Selon l'enquête démographique et de santé EDS 2018, 15% des décès maternels au Bénin étaient liés à des avortements clandestins à raison de 397 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le débat sur les droits à la santé sexuelle et reproductive se heurte à de nombreux tabous et à la stigmatisation. Oui, faute d'écoute, certaines de nos sœurs, mères et filles ont recours à ces pratiques dangereuses, devenant ainsi de nouvelles statistiques tragiques. C'est pour corriger cet état de choses que le gouvernement s'est doté il y a 3 ans d'une nouvelle loi sur la santé de la reproduction. En 2022, 2023 et même en 2024, tous les acteurs sont unanimes dessus et que effectivement ces complications sont en train de diminuer dans les hôpitaux. Et il y a aussi le fait que plusieurs femmes et filles n'ont pas toujours l'information que le cadre juridique est amélioré, qu'ils peuvent aller. C'est dit qu'il nous reste beaucoup à faire. C'est donc à ce dialogue que nous appelons à travers l'initiative Dohami qui sera lancée dans le cadre de la célébration de la JAS 2024. Tout au long de cette semaine, nous organiserons une série d'activités, notamment une journée récréative, un ciné-débat, un flash mob thématique et un dîner de gala. Ces activités constituent sans aucun doute des moments de dialogue avec les jeunes et l'ensemble des acteurs engagés sur les DSSR afin de parvenir à un Bénin sans avortement clandestin et sans stigmatisation de l'avortement sécurisé. Sensibiliser, informer et promouvoir un dialogue inclusif et positif sur l'IVG, tel est le challenge de la campagne Dohami pour améliorer la perception de l'avortement sécurisé au Bénin. Ils envisageaient quelques dépenses scolaires, notamment d'inscription, avec beaucoup de
j'y arrive, perplexité, j'y arrive. Mais ces élèves de la commune de Savalou sont désormais sereins, candidats en classe d'examen. Ils viennent de voir leurs frais de scolarité entièrement pris en charge. Initiative des associations Miwadagbe et Netchaz. À la remise symbolique des chèques à Savalou, Pierrette Adan-Yossi et Canel Capo. Des applaudissements nourris pour saluer un précieux geste. L'exonération des frais de scolarité pour ces apprenants garçons en classe d'examen. Cet acte de générosité vient en appui aux actions du gouvernement en matière d'accès équitable à une éducation gratuite de qualité à tous les apprenants. Ceci conformément à l'objectif de développement durable numéro 4. Au cours de l'année écoulée, par exemple, ils ont assuré, entre autres, le paiement des frais de scolarité pour tous les élèves du CEG Bobada de la 6e en 3e et au CEG Logozoré, les frais de scolarité pour tous les apprenants de la 6e en terminale. Je voudrais alors inviter chacun des directeurs des CEG bénéficiaires à prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir ces élèves bénéficiaires à l'école et au travail, gage de l'amélioration des résultats. Nous promettons de travailler dur et sans relâche pour obtenir de meilleurs résultats aux prochains examens. Tous les candidats au BEPC et au bac des 18 établissements publics de Savalou sont concernés par cette prise en charge complète des frais de scolarité. Au-delà de ce que le gouvernement fait, le gouvernement du président Talon, porté par sa vision de rendre l'éducation accessible à chacun et à tous, cet acte vient renforcer, compléter de façon significative cette ambition et cette vision. Ces donateurs viennent de jouer leur partition. La balle serait désormais dans notre camp. Le camp des parents, le camp des élèves candidats et après le camp des directeurs, des professeurs. Marcel Azoïsou et l'ONG Miwadagbe me chargent de vous dire que les meilleurs auront des motos Genana neuves et des ordinateurs. Donc, vous avez l'obligation de travailler pour qu'à la fin, on ait les résultats escomptés. Les responsables des structures Miwadagbe et Netzach AZ invitent les apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'obtenir de bons résultats en fin d'année scolaire. Une fière chandelle à Miwadagbe. C'est désormais connu de tous. La transformation industrielle du Bénin se joue à 45 km de Cotonou, dans la zone économique de Glodjigbe. Là-bas, des industries fleurissent et offrent des opportunités d'insertion aux jeunes. Tenez, 200 jeunes venus du Septentrion viennent d'intégrer l'entreprise Bénin Textile grâce au dispositif Azoli. C'est une des composantes du prodige, entendez, projet d'inclusion des jeunes, coordonné par l'ANPE. Témoin de l'arrivée de cette nouvelle vague à la GDIZ, Herman Rodrigue-Amégan et Wenceslas Savoimon. C'est le premier pas d'une nouvelle vie pour ces jeunes venus des 4 départements du Septentrion, Borgou-Alibori, Atakura-Donga. Pour cette deuxième vague, ils sont au total 200 à intégrer la société Bénin Textile. Ces jeunes sont sélectionnés par l'Agence nationale pour l'emploi dans le cadre du projet d'inclusion des jeunes à travers le dispositif Azoli. Vous allez intégrer cette importante unité industrielle qui est la société BTEX. Vous allez y recevoir pendant 6 mois la formation et si vous faites preuve de sérieux, d'engagement, de détermination, eh bien les 6 mois serviront donc de base à votre recrutement définitif. Le diagnostic de l'ANPE révèle que les jeunes des régions nord du Bénin sont en faible effectif dans les différentes unités industrielles de la GDIZ du fait de la distance. Dans un souci d'inclusion, 2406 ont donc été recrutés. 400 d'entre eux avaient été déjà déployés fin juillet. Et pour ces 200 nouveaux venus, la peur de l'inconnu a très vite cédé place
à l'espoir d'un futur radieux. Quand on venait dans le bus, j'entendais les murmures de mes camarades, je les appelle les collègues déjà parce qu'on a déjà fait un pas. Ils étaient en train de dire que c'est loin, qu'ils sont en train de dire que c'est rien. Mais une fois ici, j'ai entendu encore les gens disaient que c'est bien. Durant leurs 6 mois d'apprentissage, ces jeunes vont percevoir une allocation mensuelle de survie de 45 000 francs CFA de la part de l'État, de même qu'une prime de logement. Que personne ne se décourage, que ceux qui n'ont pas encore été appelés restent en éveil. Le prodige est initié et financé par le gouvernement du Bénin à travers l'appui de la Banque mondiale. Il a pour but d'accroître l'inclusion économique et sociale des jeunes ayant un faible niveau d'instruction. Cotonou est jusqu'au 26 septembre le grand carrefour du Niébé. C'est à la faveur de la conférence mondiale de recherche sur le Niébé. Il est question d'utiliser la recherche justement comme levier pour faire de cette légumineuse une pépite agricole. La rencontre rassemble des chercheurs de plusieurs horizons. Simon Villon, Amandine Aliambossou. Le niébé, une légumineuse, une véritable mine d'or nutritionnelle. Il est riche en fibres et fournit également des services environnementaux et contribue à la diversification des systèmes de production. Si vous venez seulement en Afrique de l'Ouest, 20%, même plus de 20% de les protéines en général sont d'origine végétale. Et le niébé occupe une partie très très importante dans ces 20%, peut-être 80-85%. 80% de la population ici à Cotonou seulement, qu'au moins une fois par semaine mange le niébé. Forte attaque des ravageurs, accès difficile aux semences de qualité, sécheresse et pauvreté des sols sont autant de contraintes qui limitent la productivité et la compétitivité de la filière. La conférence mondiale de recherche sur le niébé offre l'occasion aux chercheurs d'échanger et de partager les résultats de leurs études. La conférence permettra aux scientifiques spécialistes du niébé de nouer des relations avec leurs pairs et de valoriser les aliments à base de niébé. Les chercheurs présenteront des résultats de recherche dans les domaines de production, la transformation, la conservation, la mise en marché du niébé. La recherche scientifique joue un rôle crucial dans le développement en fournissant des connaissances, des solutions novatrices et des avancées technologiques nécessaires pour stimuler la croissance économique, améliorer la qualité de vie des populations et relever les défis mondiaux. Le niébé, une excellente source de protéines végétales. La foire dénommée La journée du niébé met en valeur les acquis des recherches et différents produits à base de cette légumineuse. On reste dans l'univers agricole avec ce défi. Comment renverser ce paradoxe qu'on va voir, celui d'une Afrique première productrice de cajou au monde avec plus de 2 millions de tonnes par an, mais qui n'en tire pas encore le meilleur profit possible, en tout cas industriel. Alors question, peut-elle réussir le pari de gagner avec le cajou de façon durable? Oui, à condition que tous les acteurs de la planète se fédèrent autour de l'enjeu. C'est la conclusion de la 18e conférence annuelle de l'Alliance du cajou africain à Cotonou. Optimiste, les parties prenantes de l'industrie mondiale du cajou conviées se sont séparées sur une note agréable. Ola, Rudik Bababito et Ramatou Lawani s'y sont fait inviter. Cette conférence est de dire qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons transformer? Est-ce que nous voulons nous développer ou pas? Ces interrogations sont suggérées au lancement d'une conférence à grand enjeu et à l'arrivée, elles semblent bien prises en compte. La 18e conférence de l'ACA a permis de comprendre que les États africains sont acquis aux nouveaux défis du secteur pour une amélioration permanente et durable de l'industrie du cajou pour une conquête efficace du marché mondial. Les échanges que nous avons eus durant ces 3 jours ne viennent que confirmer mes propos à l'ouverture de cette conférence. La durabilité de l'industrie du cajou n'est pas seulement pour l'Afrique, l'Asie ou encore l'Europe ou même l'Amérique. C'est un appel à l'action collective. Une conclusion
Après 5 jours de réflexion, d'ateliers et de travaux intenses en session qui laissent au Bénin, pays hôte de cette 18e édition, un goût de fierté. Les échanges fructueux que vous avez eus ont permis d'identifier des défis et des opportunités qui se présentent à nous. Je lance, du haut de cette tribune, un appel à tous les acteurs de la filière, afin que nous unissions nos forces et travaillons de manière concertée pour faire de la filière cajou un moteur de développement pour nos pays respectifs en général et le continent africain en particulier. Pour amener cette vision à accomplissement, un nouvel homme prend les rênes de l'Alliance du Cajou africain des mains de celui qui a conduit les destinées de l'ACA pendant 5 années et relevé des défis nés de l'apparition de la Covid-19. Vous venez de prendre le flambeau des mains de Baobab. Faites tout pour que l'organisation que vous présidez désormais puisse nous apporter beaucoup de fleurs, de richesse et de prospérité. Je m'engage solennellement à donner le meilleur de moi-même pour mener à bien les missions de l'ACA et à faire rayonner notre organisation dans le respect des normes et des valeurs qui nous unissent. Pour cela, j'ai besoin de chacun d'entre vous. La première mission reste déjà l'organisation de la 19e édition du Forum sur le Cajou africain. Le pays choisi pour l'abriter en 2025 est la Tanzanie, premier producteur de la noix de cajou en Afrique de l'Est. En attendant, Paris gagné pour l'organisation des assises de Niki au cœur de l'actualité. Il s'agit bien des rencontres intergénérationnelles sur le leadership politique féminin. Les acteurs politiques et autres personnalités morales disent toute leur satisfaction puis réitèrent leur soutien à l'initiative. C'est au micro de Abdoulafou Idrissou et d'Ousmane Baparapé. Nous avons reçu des explications sur le rôle à la fois politique, culturel et administratif de la Yonkogi. Et ce qui est extraordinaire, c'est de constater que cette co-gestion de la gouvernance locale dans un cadre traditionnel est résistée à plus de 5 siècles d'histoire et qu'il y a dans ce modèle de leadership féminin exercé dans un contexte traditionnel quelque chose d'intemporel dont nous avons intérêt à profiter, creuser, réfléchir, examiner, comparer et trouver en fait les éléments de cet intemporel-là, les valeurs que cet intemporel véhicule, que nous pouvons intégrer dans une vision plus moderne de l'exercice du leadership féminin. Je voudrais remercier en cette occasion le président de la République qui, depuis son accession au pouvoir, ne cesse de pousser la femme devant, ne cesse de nous remettre une place que nous méritons bien. Et nous ne cessons de prier pour lui, car il n'a pas encore fini, il doit encore et encore faire. Je voudrais également dire à toutes les femmes ici, nous avons la capacité, le potentiel nécessaire et que personne ne se décourage. Nos hommes sont nos partenaires. Ce forum est un tremplin pour d'abord consolider les efforts qui sont faits par le gouvernement, par le président de la République pour promouvoir les femmes et également trouver les nouvelles stratégies pour dynamiser davantage cette politique-là. Et je crois que tout ce qui a été dit, entendu et qui a été recommandé concourt à cette promotion de la femme qui, je l'espère bien, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, va connaître un essor terrible. À l'étranger, écho de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, ouverte ce mardi avec, entre autres sujets brûlants, les attaques israéliennes au Liban. Écho aussi en France d'une enquête judiciaire ouverte sur le meurtrier d'une jeune femme. Et puis écho sur l'océan Pacifique de tirs de missiles balistiques de la Chine qui provoquent de vives réactions. On parcourt ces nouvelles autour du monde avec Rachad Moussa et Ulvaeus Balogun.
À la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que le Liban est au bord du gouffre, craignant qu'il ne subisse le même sort que Gaza, où les hostilités se poursuivent. D'autres dirigeants, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont également pris la parole. Zelensky a souligné la nécessité de contraindre la Russie à la paix et a critiqué le soutien iranien et nord-coréen à l'effort militaire russe. Israël est confronté quant à lui à de vives critiques lors de l'Assemblée générale de l'ONU, alors que ses frappes au Liban continue de causer des pertes avec un bilan tragique de 558 morts en une journée, dont de nombreux enfants. Une enquête pour viol et homicide a été ouverte à Paris après le meurtre de Philippine, étudiante de 19 ans retrouvée enterrée dans le bois de Boulogne. Le suspect, un Marocain de 22 ans déjà condamné pour viol et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, a été interpellé en Suisse. Sa libération récente, prononcée par un juge des libertés et de la détention, a suscité une onde de choc. La Chine a effectué un rare essai de missile balistique intercontinental dans le Pacifique, équipé d'une ogive factice, a annoncé son ministère de la Défense. Ce lancement, le premier de ce type depuis des décennies, survient dans un contexte de tensions croissantes entre Pékin et Washington, ainsi qu'avec Taïwan et les Philippines. Le gouvernement japonais a exprimé ses préoccupations, soulignant qu'il n'avait reçu aucun préavis concernant ce lancement qui témoigne d'un renforcement rapide de la puissance militaire chinoise. Le porte-parole du gouvernement japonais a qualifié la situation de préoccupation sérieuse. De son côté, la Nouvelle-Zélande a qualifié le test de malvenu et préoccupant et a annoncé son intention de consulter ses alliés à mesure que de nouvelles informations apparaissent. C'est sur ces convulsions du monde que prend fin ce journal. Merci pour votre inépuisable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.